Mais ces images ne viennent pas de Kiev, Kharkiv ou Odessa. C'est ce que la machine de propagande de Moscou ne vous montre pas. Ces images proviennent de Volgograd et Saratov. Les 14 et 15 novembre, les raffineries de pétrole de ces villes russes ont été attaquées presque simultanément. Et ces raffineries sont devenues pour la première fois la cible des drones à réaction Bars. Regardez ici le moment de l'impact à Samara. Le premier endroit où Bars est apparu était la raffinerie de Ryazan, à environ 470 km de la frontière ukrainienne. Regardez la carte et comprenez le génie géographique de cette attaque. Les services de renseignement ukrainiens n'ont pas choisi leur cible au hasard. Ils ont ciblé le point le plus vulnérable pour frapper au cœur des infrastructures civiles et militaires russes avec une précision chirurgicale. La raffinerie de Ryazan ciblée n'est pas une installation industrielle ordinaire. C'est la 4e plus grande raffinerie de Russie, et elle se trouve à seulement 196 km au sud-est de Moscou. Dans un pays aussi vaste que la Russie, 196 km, c'est juste à côté. Ryazan à elle seule satisfait une grande partie des besoins en essence et en diesel de la zone métropolitaine de Moscou et des régions environnantes. C'est le principal fournisseur de carburant de la capitale. La Russie avait déjà subi une grave crise de carburant affectant les 2 tiers du pays, étendant de la Sibérie aux régions du sud. Cependant, pour le Kremlin, cette crise était qu'en périphérie. Les élites de Moscou et de Saint-Pétersbourg étaient dans une position privilégiée, regardant la guerre à la télévision. L'attaque contre Ryazan a été un geste visant à amener cette crise directement aux portes du Kremlin, jusqu'aux 13 millions d'habitants de Moscou. C'est un acte qui a fait ressentir la guerre à des millions de résidents de la capitale, suscitant des inquiétudes quant aux files d'attente et à la flambée des prix aux stations-service. Certaines sources ont également déclaré à Reuters que la Russie tentait de compenser cette perte de 20% de capacité en remettant en service des unités inactives. Cependant, la fermeture des principales unités de traitement de Ryazan avec T6 augure d'une crise du carburant pour la circulation à Moscou, avec de longues files d'attente aux stations-service et une flambée des prix. Jusqu'à présent, les élites de Moscou ont suivi la guerre à la télévision. Maintenant, elles vont commencer à ressentir la guerre dans des réservoirs de carburant vides et la fumée dans le ciel. C'est le moment où un cauchemar logistique devient une arme psychologique. Oui, la psychologie. Regardez la psychologie des Russes cette nuit-là. Dans la nuit du 15 novembre, le peuple russe n'avait ni stabilité ni sécurité. À Ryazan, la question de cette femme civile devrait résonner sur les murs du Kremlin. Je ne comprends pas où regarde la défense aérienne. Cette nuit-là, à Volgograd, le bouclier de défense aérienne de plusieurs milliards d'euros de Poutine a frappé des bâtiments civils où vivaient ses propres citoyens, au lieu d'intercepter les drones ukrainiens. Et la réaction officielle, un silence total, ou pire, une tentative de dissimulation ridicule. Le gouverneur de la région de Ryazan, Pavel Malov, a officiellement décrit l'incendie d'une installation valant plusieurs millions d'euros comme étant dû à la chute de débris. Le peuple russe n'est pas stupide, il connaît la différence entre la chute de débris et la destruction stratégique causée par les drones à réaction Bars de l'Ukraine. La situation à la raffinerie de Saratov est encore pire. Des sources ont déclaré à Reuters qu'après la première attaque le 11 novembre, l'installation avait suspendu son processus de traitement primaire, et l'attaque du 14 novembre pourrait prolonger cette situation jusqu'à la fin du mois. Arrêtons-nous et analysons cela. Il ne s'agit pas d'une attaque de harcèlement, mais d'une campagne de destruction économique. Au moins 4 grandes raffineries de pétrole sont actuellement à l'arrêt ou fonctionnent en sous-capacité. Cela ne signifie pas seulement moins de carburant pour les chars et les avions sur le front. Cela signifie également de l'essence plus chère pour le peuple russe, moins de revenus d'exportation pour le Kremlin, et un plus grand mal de tête pour Poutine. Oui, nous avons mentionné la crise du carburant parmi ces maux de tête. Cependant, l'aspect militaire de l'histoire est bien plus sombre et stratégique que la crise du carburant et l'aspect civil. La véritable cible est un produit chimique très spécifique produit par cette raffinerie, le carburéacteur TS1. C'est là que la technologie de Bars entre en jeu. Bars est un système plus proche d'un type de missile de croisière léger que d'un drone. Selon les données vérifiées par les analystes OSINT et les sources ukrainiennes, Bars peut atteindre une portée allant jusqu'à 800 km. Plus important encore, il peut transporter une ogive d'une puissance destructrice allant jusqu'à 100 kg. Cependant, sa caractéristique la plus importante réside dans sa vitesse. Sa vitesse de 700 km/h le rend mortel et lui permet d'opérer comme un missile de croisière. Cette vitesse, combinée à sa capacité à voler à basse altitude et à des données radars non connectées, est un problème majeur même pour les systèmes S-400. Les planificateurs militaires ukrainiens savaient qu'un simple drone à hélice pouvait provoquer un incendie dans un réservoir, mais que les installations pouvaient être réparées rapidement. Cependant, l'ogive de 100 kg et énergie cinétique que Bars transporte, sont conçues pour détruire la structure d'une installation, c'est-à-dire briser les unités de traitement complexes et les racks de tuyauterie. La déclaration de l'OL, état-major général ukrainien, est très claire. L'attaque a frappé les unités de traitement, les réservoirs de carburant et les racks de tuyauterie. L'Ukraine veut que ces installations soient hors service pendant des semaines, voire des mois, irréparables. Et elle a réussi. Cette situation crée un dilemme logistique insoluble pour les forces aérospatiales russes, VKS, et le Kremlin. Que ferons-nous du carburant limité restant ? Premièrement, envoyer du carburant aux stations-service de Moscou et de Saint-Pétersbourg pour apaiser la colère du public et maintenir la stabilité du régime. Deuxièmement,
envoyer du carburant aux avions Su-34 et aux chars sur le front pour continuer la guerre. Maintenant, voyons où ces choix nous mènent. La raffinerie de Ryazan produit en moyenne 840 000 tonnes de carburéacteurs TS1 de haute qualité par an. La même nuit, à des centaines de kilomètres à l'est, la raffinerie de Novokubichevsk dans la région de Samara, un autre géant avec une capacité de traitement annuelle de 8 millions de tonnes, a également été attaquée. C'est un important fournisseur de carburéacteurs pour l'armée russe. Alors, qui utilise directement ce type de carburant TS1 ? Les forces aérospatiales russes, les VKS, ce sont les Su-34 qui planent au-dessus des villes ukrainiennes chaque jour, larguant des bombes planantes mortelles, les KAB, les Su-25 qui attaquent le front, et les bombardiers stratégiques. Le carburant pour avions de combat n'est pas comme l'essence pour voiture. C'est un liquide extrêmement pur, contenant des additifs spéciaux qui ne peuvent être produits que dans des installations spécialisées. L'Ukraine, en utilisant des drones à réaction Bars, a réduit en cendres les dépôts de carburant des bombardiers de Poutine. Ces attaques constituent une stratégie d'embargo sur le carburant qui empêchera les avions russes de se déplacer sur les pistes. Les conséquences de ces attaques de raffinerie vont bien au-delà des réservoirs en feu à Ryazan, ou des longues files d'attente pour l'essence à Moscou, impactant directement la structure géopolitique de la sécurité européenne et le cœur de Jorel, économie de guerre du Kremlin. Pour arrêter une armée, vous devez attaquer non pas ses chars en premier, mais le carburant qui fait avancer ces chars et les trésors qui transforment ce carburant en argent. Pendant des mois, il y a eu une vague d'inquiétude légitime et féroce de la part des agences de renseignement des pays baltes, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne. Le scénario était toujours le même. La Russie ne s'arrêterait pas après l'Ukraine. Elle se regrouperait et, dans les 3 ans, attaquerait l'OTAN via le corridor de Suwalki et s'engagerait dans une guerre conventionnelle avec l'Europe. La perception de cette menace existentielle a conduit les capitales occidentales à augmenter leur budget de défense, en se basant sur l'hypothèse que la Russie dispose de réserves de carburant illimitées et d'un flux infini d'euros pour financer cette guerre. C'est à ce moment précis que nous devons regarder cette image étonnante, qui montre l'impuissance et la dérision de Poutine. Cette photo vient de la frontière estonienne le 15 novembre, juste au moment où les raffineries de pétrole au cœur de la Russie étaient en flammes. Savez-vous ce que c'est ? C'est un soldat russe. Plus précisément, un soldat mannequin. Arrêtons-nous et analysons l'ironie de cette scène. D'une part, Vladimir Poutine tente de mobiliser toute la Russie et de verrouiller son économie en mode guerre en disant que l'OTAN menace nos frontières et que l'Occident nous attaquera. Alors, que reste-t-il de la puissante armée russe à cette frontière de l'OTAN ? Qu'appelle-t-il une menace juste en face de l'Estonie ? Des épouvantails. Cette image n'est pas seulement une comédie, c'est aussi un document de tragédie. Elle montre à quel point l'armée de Poutine est devenue fragile, et que les attaques ukrainiennes qui ont eu lieu les 14 et 15 novembre, ainsi que les attaques de Bars à Ryazan et Samara, ont réfuté l'argument effrayant selon lequel la Russie arrive sur le continent par des réalités dynamiques. Il n'y a pas de guerre sans carburant et sans argent. Il y a une règle simple dans la doctrine de la guerre moderne. Les amateurs parlent de tactique, les professionnels parlent de logistique. Si la Russie, comme annoncé, devait mener une guerre totale contre un géant technologique comme l'OTAN sur les plaines européennes, elle aurait besoin de 2 types de liquides essentiels. Du diesel pour faire rouler des milliers de chars Tom 90, de véhicules blindés de transport de troupes et de camions logistiques jusqu'à la frontière polonaise. Du carburéacteur TS1 pour protéger ces chars de la puissance aérienne de l'OTAN et assurer la supériorité aérienne. En détruisant des installations spécifiques qui produisent du kérosène et du diesel, comme à Ryazan et Samara, l'Ukraine élimine physiquement la capacité même de la Russie à envahir l'Europe. Un chasseur Su-35 sans le carburant spécial TS1 dans son réservoir n'est qu'un tas de métal immobile, valant 50 millions d'euros sur une piste. Même s'il s'agit du chasseur le plus avancé au monde, un convoi de chars sans carburant n'est qu'un tas de ferraille de 40 tonnes, bloquant une autoroute. L'Ukraine est en train de transformer l'armée russe d'une force mécanisée en une masse de cibles statiques. Mais l'autre côté du problème est bien plus dévastateur. L'argent. La Russie est une nation station-service. La machine de guerre de Poutine fonctionne grâce aux liquidités provenant de la vente de pétrole. Mais voici un détail crucial. Il existe une très grande différence de revenus entre la vente de pétrole brut et la vente de produits pétroliers raffinés, de diesel, d'essence, de carburéacteurs. Les produits raffinés sont des produits à valeur ajoutée et constituent le principal profit du Kremlin. En attaquant les raffineries de Ryazan et Samara, l'Ukraine a piégé la Russie dans un étau financier à 2 branches. Lorsque les raffineries sont hors service, la Russie ne peut plus vendre d'essence et de diesel au monde. En effet, la Russie a été contrainte d'interdire les exportations d'essence pour équilibrer le marché intérieur. Cela signifie que des milliards d'euros de devises étrangères affluant dans les caisses du Kremlin ont été coupés du jour au lendemain. Sans argent, acheter des armes à la Chine ou à l'Iran, payer les soldats ou soutenir le rouble en chute libre, devient impossible. Le deuxième problème est que le ciblage des raffineries fait grimper les prix du carburant sur le marché intérieur. L'augmentation des coûts logistiques augmente le prix de tout, du pain sur le marché aux munitions sur le front. Cela signifie que l'économie russe pourrira de l'intérieur et sombrera dans l'hyperinflation. Le bouclier le moins cher d'Europe. Cette opération d'étranglement logistique et économique a réduit à un niveau quasi nul la probabilité du scénario que craignent les pays baltes.
Pour une Russie qui ne peut pas produire suffisamment de carburant pour les voitures civiles sur son marché intérieur, qui ne peut pas trouver de kérosène pour faire voler ses avions, et surtout, qui est au bord de la faillite faute de pouvoir exporter, faire la guerre à l'OTAN est un suicide. En coupant à la fois le robinet de carburant et le robinet d'argent de la machine de guerre russe, l'Ukraine joue en fait le rôle du bouclier de sécurité le plus concret, le plus rentable et le plus réaliste, protégeant tout le continent européen. Chaque attaque de drone ukrainien ne fait pas seulement évaporer une raffinerie de pétrole, mais aussi la capacité de Poutine à menacer l'Europe, à la fois financièrement et militairement. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Et c'est là que réside le plus grand dilemme de Poutine. C'est un piège économique. Les sanctions occidentales ont coupé l'accès de la Russie aux pièces de rechange essentielles nécessaires pour réparer ses raffineries avancées. La plupart de ces installations ont été modernisées au cours des 30 dernières années avec des technologies provenant de fournisseurs occidentaux. Les Russes tentent de les remplacer par des composants de fabrication nationale ou chinoise. Cependant, cela rend les réparations beaucoup plus lentes, beaucoup plus coûteuses et de bien moins bonne qualité. La stratégie de l'Ukraine est précisément celle-ci. Attaquer plus vite que la Russie ne peut réparer. Poutine peut activer sa capacité de réserve, mais une fois cette capacité de réserve attaquée, il ne restera plus rien. L'analyse de Chatham House révèle le véritable objectif de cette stratégie. Le véritable objectif est de créer une pression économique interne sur Poutine. Depuis le début de ces attaques, le prix de l'essence en Russie a augmenté de plus de 10%. Des pénuries d'essence sont signalées dans des régions clés comme la Crimée, et la probabilité que cette crise se propage à Moscou même devient plus sérieuse en raison de ces attaques. Poutine a besoin des revenus pétroliers pour financer la guerre. Cependant, les attaques ukrainiennes le forcent à faire un choix irréversible. Va-t-il exporter du pétrole et gagner de l'argent, mais ensuite être incapable d'éteindre l'incendie sur le marché intérieur et faire face à la colère de la population? Ou va-t-il réduire les exportations et approvisionner le marché intérieur? Dans ce cas, il perdra des milliards d'euros de recettes en devises étrangères nécessaires pour financer la guerre. L'Agence internationale de l'énergie a signalé que les revenus pétroliers de la Russie sont tombés à l'un de leurs niveaux les plus bas depuis le début de la guerre. Dans les deux cas, Poutine perd. C'est ce que les analystes militaires appellent un changement de pouvoir. La Russie avait une supériorité aérienne absolue en 2022. En 2024, elle s'appuie sur le bouclier S-400. Maintenant, en novembre 2025, le peuple russe lève les yeux au ciel et demande « Où est notre défense aérienne ?» Le boomerang de la guerre énergétique de Poutine est revenu, et ce boomerang déchire maintenant son propre régime, son économie et le mensonge de sécurité qu'il a raconté à son propre peuple. La guerre ne se déroule plus sur des lignes abstraites sur une carte. Elle se déroule aux stations-service de Moscou, dans les portefeuilles vides des citoyens russes, et sur les ailes rouillées des avions à réaction russes, laissés sans carburant sur les pistes. Alors que le Kremlin tentait de pousser l'Ukraine dans le froid et l'obscurité de l'hiver, c'est maintenant lui qui ressent le souffle glacial de son propre jour du jugement dernier en matière de carburant. Si cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, et à bientôt pour le prochain contenu passionnant.